Bien, nous allons commencer donc pour la seconde partie de cette matinée. Et je vais commencer par donner la parole à Jocelyne Montoliu, qui vient du Sud-Isère, qui a une longue expérience de maraîchage dont elle va nous parler. Et à François Mullet, qui est également maraîcher et qui nous vient de l'Eure. Ensuite, leur succédera Jean-Louis Collat, qui est ancien maraîcher et qui est vice-président actuellement du réseau Reneta. Voilà. Donc Jocelyne, vous commencez ? Bon, moi, je ne suis pas très habituée à tout ça, donc vous m'excuserez. Je vais donc simplement présenter mon exploitation, notre ferme, en fonction des critères qu'on nous a demandé, des questions qu'on nous a demandé, la trame, donc ça va être très concret. Donc moi, je suis maraîchère depuis 37 ans, donc ça fait déjà un petit moment. Notre ferme est située dans le Trièves, c'est une région de moyenne montagne située au sud de Grenoble, dans l'Isère. Nous sommes à 750 mètres d'altitude. Et donc, ça entraîne un climat qui fait une saison de production relativement courte, puisqu'on a des gelées très tardives au printemps et des gelées très précoces à l'automne. Donc, nous avons 1 hectare de maraîchage, 1 hectare 2 suivant les rotations, avec irrigation. Nous avons une production très diversifiée, puisqu'on a plus de 30 légumes différents proposés à la vente. Alors nous rentrons dans le cadre des exploitations dites classiques qui étaient dans le tableau de tout à l'heure. C'est-à-dire que nous travaillons de façon traditionnelle, c'est-à-dire petit labour, rotavateur, motoculteur. Nous n'avons pas de label, ni bio, ni quoi que ce soit d'autre, mais nous ne mettons ni engrais chimiques, ni herbicides, ni pesticides. Le seul apport qu'il y a sur le jardin, ce que nous appelons le jardin, c'est le fumier de poule produit sur la ferme et de fumier de cheval acheté à une amie qui a des chevaux. Donc, à côté de ce maraîchage de 1 hectare, donc, nous avons aussi 250 poules pondeuses pour la vente des œufs frais sur les marchés, qui est un excellent produit d'appel pour vendre sur les marchés. Et nous avons aussi un verger de pommiers et une dizaine de ruches, qui sont des à côté de la production, mais on vend aussi des pommes et des fois, quelquefois, du miel. Donc, au niveau investissement, nous avons un bâtiment de stockage pour les légumes et le matériel, et qui abrite aussi le poulailler. Nous avons une serre autoconstruite, une petite serre autoconstruite et des petits tunnels pour la production de plants, parce que nous produisons tous nos plants. Nous n'avons pas du tout de serre de production. Et au niveau matériel, nous avons un fourgon pour la commercialisation, nous avons 2 vieux tracteurs, 2 motoculteurs et une débroussailleuse. Donc très peu d'investissement en soi. Enfin, plus que certains, on a quand même des tableaux. Mais nous commercialisons en circuit court sur les marchés de Grenoble et dans un marché de notre village, et aussi à un point de vente à la ferme 2 fois par semaine. Au niveau main-d'œuvre, nous sommes donc mon conjoint et moi-même sur l'exploitation à temps plein. Nous embauchons également notre fils 6 mois de l'année, de mai à octobre, à temps plein également, et au SMIG. Et nous embauchons aussi certaines années un saisonnier agricole de juin à septembre à mi-temps pour une aide au désherbage. Parce que le désherbage, il est fait quand même manuellement chez nous. Voilà, donc je vais parler un peu de l'historique de notre installation. Alors, d'abord, il faut savoir que nous, on a fait quand même, on n'est pas du tout du monde agricole, on n'est pas du tout des fils d'agriculteurs, mais on a fait 5 ans d'études agricoles, parce qu'on a fait donc, après le BBC, on est rentré en lycée agricole, donc nous avons un BTA et un BTS production animale, ce qui n'a rien à voir avec le maraîchage, mais le maraîchage c'était un peu le fruit du hasard. Nous avons fait une installation très très progressive. Nous sommes arrivés dans le Trièves en 1979, dans un contexte extérieur, on va dire, plutôt favorable. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait un groupe d'agriculteurs très dynamique qui voyait d'un très bon œil l'installation de jeunes et qui donc nous a très bien accueillis. Et nous avons commencé notre installation par une double activité. C'est-à-dire que nous étions salariés d'un de ces éleveurs qui était éleveur en vaches laitières. Donc moi j'étais salarié à mi-temps pour traire les vaches, mon conjoint était salarié à 3/4 temps pour vendre sur les marchés de Grenoble les productions laitières que cet agriculteur s'est mis à faire quand nous sommes arrivés, et nos propres légumes, puisqu'en même temps de nous embaucher, il nous a cédé
un tiers d'hectare pour pouvoir faire nos légumes contre de l'entraide de travail. Donc c'était, très favorable. Et cette situation a duré quand même de nombreuses années, puisque en fait, entre-temps, voilà, quand nous sommes arrivés, nous avons quand même vécu, on parlait tout à l'heure de niveau de vie, 5 ans en caravane sans eau d'électricité à côté de notre parcelle pour pouvoir démarrer. Et nous avons construit notre maison d'habitation qu'en 84. Et nous nous sommes installés exploitant à part entière uniquement en 93. Donc, au départ, on n'avait qu'un tiers d'hectare. Et en 93, nous sommes installés, enfin c'est moi qui me suis installée en tant que chef d'exploitation sur 1 hectare avec une DGA montagne qui nous a permis de construire le bâtiment agricole et d'acheter le fourgon. Et Didier, donc mon conjoint, il a arrêté l'activité salariée uniquement en 1996 pour devenir conjoint collaborateur et travailler uniquement sur le maraîchage aussi. Et depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, nous ne vivons plus que du maraîchage. Donc, tout à l'heure, je vous expliquerai les avantages et les inconvénients. Donc, pourquoi nous sommes devenus maraîchers? C'est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'on n'était pas fils d'agriculteurs au départ. Donc, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, pas de capital en soi. Puisque nous avions une volonté à l'époque de vivre proche de la nature, loin de ce qu'on appelait la société de consommation. Nous voulions travailler dans l'agriculture. On ne voulait absolument pas faire autre chose que de travailler dans l'agriculture. Et nous ne voulions pas en plus rentrer dans le système des banques, gros emprunts, on n'était pas prêts à ça, et on était partisans d'une agriculture plus écologique, sans intrants chimiques. Bon, à l'époque, le bio était vraiment un démarrage, on faisait un peu partie des uluberlus qu'on parlait tout à l'heure. On nous regardait avec des grands yeux vivre du maraîchage. En plus, dans la région où on habitait, où il n'y avait jamais eu de maraîchage, c'était un peu délicat. Finalement, ça a très bien marché. Et en fait, tous ces éléments-là nous ont amenés à faire du maraîchage parce que ça demande peu de surface, peu d'investissement, et ça permet quand même une facilité pour faire de l'agriculture plus écologique, on va dire, peut-être que sur des grandes fermes. Donc voilà. Et ce qui nous a aidé à nous installer, c'est les études agricoles qu'on a faites. Ça a été important parce que finalement, ces 5 ans d'études agricoles, ils nous ont permis de travailler pendant ces 5 ans en stage chez différents agriculteurs dans différents contextes. Et du coup, quand on est arrivé, nous, pour s'installer, on était déjà dans une connaissance quand même du monde agricole et du travail agricole et de savoir ce que ça signifiait le temps de travail en agriculture. On le savait. Donc ça a été une aide. Et une deuxième aide, ça a été quand même notre peu de besoin au niveau de vie. Comme je disais, on a vécu en caravane pendant 5 ans. Ça a été l'installation progressive. Ça, je pense que si on peut le faire, c'est quand même un côté très intéressant parce que pendant les premières années, quand même, le temps que notre clientèle se soit établie, on avait quand même une petite rentrée d'argent régulière. Et ça, mine de rien, c'est quand même bien parce que le maraîchage, c'est très bien, mais ça ne marche pas toujours tout du premier coup. On a des échecs. Enfin, et le fait d'avoir une petite activité salariée, c'était quand même un atout. Et ça nous a permis en plus que quand on s'est installé en 93, on savait exactement où on allait, on savait qu'il n'y avait aucun problème et que l'exploitation elle était complètement viable. Voilà, donc les atouts qu'on a encore aujourd'hui au niveau culture, vraiment, c'est qu'on a de l'irrigation, sans trop de difficultés parce qu'il y a un réseau d'irrigation communal qui dessert les agriculteurs de la commune. Donc l'eau est peu chère et on en bénéficie quand même la quantité qu'on en a besoin. Il y a la proximité de Grenoble pour les marchés, parce que c'est quand même un gros pôle de population et il y a une énorme demande de produits fermiers. Et ce qui nous a aidé aussi, et qui qui n'aurait pas beaucoup là, c'est le fait qu'on était imposé au forfait et non pas au réel. Ça change quand même aussi la donne, parce que c'est quand même plus facile. Donc les difficultés qu'on a rencontrées, alors comme je vous l'ai dit à l'installation, on n'a pas rencontré vraiment de difficultés. En fait, les difficultés qu'on a sont plutôt pratiques, c'est-à-dire qu'on a une terre qui est très très argileuse, très peu drainante et qui est très difficile à travailler.
Donc il faut vraiment la travailler au bon moment. Ça demande donc disons un peu une habitude, apprendre à la connaître. Il y a le climat, qui est une difficulté parce que la saison est quand même courte. En fait, nous, je voyais des productions de 12 mois, 9 mois. Nous, on commence à vendre des légumes en juin et on arrête en décembre. C'est une production vraiment courte, donc ça fait du travail un peu en coup de bourre. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut travailler de façon très intensive. Et nous, j'ai oublié de dire tout à l'heure, on arrête donc les marchés l'hiver. C'est-à-dire qu'on est présent sur les marchés uniquement de avril à décembre. Ce qui fait quand même 5 mois où on est quand même beaucoup plus tranquille. Et une difficulté aussi qu'on rencontre qui est très très pratique mais qui n'est pas des moindres, c'est qu'on est, vous pouvez voir un peu les photos, on est entouré de bois, donc on est, on est isolé et donc on a beaucoup de problèmes avec les animaux sauvages qui viennent manger les légumes simplement. Et une difficulté qui est aussi, c'est propre à notre propre système de travail, c'est-à-dire c'est un système qui demande beaucoup de main-d'œuvre parce que c'est beaucoup manuel. Là, on n'est pas complètement manuel parce qu'on a un tracteur et un motoculteur, mais il y a beaucoup de tout le désherbage, c'est fait avec la roue à houe et à la main. Enfin, le repiquage de la plantation, les plantations sont faites à la main, donc ça prend quand même du temps. Et ça, c'est un facteur limitant. Et c'est tellement un facteur limitant que notre fils, qui travaille avec nous, finalement, n'est pas du tout sûr de reprendre l'exploitation parce que ça demande un gros investissement personnel quand même. Et par moment, on n'a pas trop possibles d'activités annexes. Hein. L'été, on ne prend pas beaucoup de... On a à peine une demi-journée par semaine et encore, quoi. Et ça prend aussi beaucoup d'investissement pour déterminer quel projet on va suivre, qu'est-ce qu'on va faire. Donc lui, il n'est pas sûr du tout de reprendre. Voilà, en gros. Donc, François Xavier m'avait demandé de dire un peu les conseils qu'on dirait à des jeunes agriculteurs qui voudraient s'installer. Alors bon, moi je ne vais pas donner de conseils particuliers parce que chaque situation est unique. Et ce qui était valable d'un côté, c'est ce qu'on a dit un peu tout à l'heure, parce que le bec et loin, on ne peut pas le reproduire obligatoirement ailleurs. Chaque situation est vraiment très différente et chacun s'adapte à son contexte local. Mais dans un sens général, d'abord, je dirais que faut être prêt à vivre avec des revenus quand même plutôt faibles ou moyens. Ne pas quand même trop compter ses heures de travail. Hein, je voyais tout à l'heure 1800 heures. Enfin bon, au moins au départ, avant de prendre la routine justement d'un travail, il faut savoir qu'en agriculture, les 35 heures, ça n'existe pas quand même. Hein. C'est une réalité. Je ne connais pas d'agriculteurs qui font vraiment 35 heures. Après, dans la routine, c'est vrai que on diminue un peu le travail, mais c'est quand même un métier très très prenant. Moi, je vous ai dit l'installation progressive, qui me paraît intéressante, parce que ça permet quand même de s'installer sans trop d'angoisse personnelle pour savoir si ça va marcher ou pas. Et je dirais, si on peut avoir travaillé à l'agriculture avant, je pense que c'est une bonne idée, parce que ça donne un point d'ancrage, ça montre d'abord si on est prêt pour ça ou pas, si on est capable de donner le travail nécessaire ou pas. Et puis si ça plaît, parce qu'on peut très bien avoir des grandes idées de vouloir s'installer, puis se rendre compte que finalement, ça ne nous convient pas, quoi. Et pour l'installation elle-même, je pense que c'est intéressant de visiter d'autres fermes et d'autres agriculteurs pour voir ce que chacun fait, ce qui a été les échecs, les réussites de chacun, pour voir ce que soi-même on a envie de faire comme projet et comment on peut adapter ce que les autres font. Voilà. Merci. On va revenir sur ce témoignage tout à l'heure dans le débat, mais je vais passer la parole maintenant à François Mullet qui va nous apporter aussi un petit peu un retour d'expérience. Donc François, vous êtes installé depuis un petit peu moins de temps que Jocelyne, hein, depuis 2007. Et vous avez à la fois de maraîchage et des grandes cultures. Vous allez nous présenter un peu votre expérience. Alors donc oui, on est maraîcher dans l'Eure et je suis également donc président d'un réseau de recherche et de développement qui s'appelle Maraîchage Sol Vivant. Donc c'est un réseau d'agriculteurs qui développe de la technique agricole sans travail du sol. Donc moi personnellement j'ai commencé la réflexion sur l'agriculture et le travail du sol il y a une dizaine d'années. J'ai fait différents métiers comme de la foresterie, de l'élevage et j'ai travaillé pendant 5 ans sur une ferme céréalière de 150 hectares, ce qui m'a permis de me faire la main et de bien connaître le monde agricole.
Il y a une petite dizaine d'années, avec mon frère, on cherchait un projet agricole un peu ambitieux, un peu intéressant. Lui, il a une formation scientifique, moi également, et donc on cherchait un projet qui nous intéresse, où il y avait un peu de recherche à faire. Et donc on a repris notre ferme familiale en 2012 officiellement, sachant que voilà, ça fait une dizaine d'années qu'on s'intéresse à toutes ces questions et qu'on réfléchit sur un axe de travail qui est le suivant, qui est que la nature pousse toute seule, en permanence, les écosystèmes se développent tout seuls. Il n'y a pas besoin d'intrants, il n'y a pas besoin de charge, il n'y a pas besoin de mécanisation quelconque. Et donc c'était une question qui nous tarabustait en permanence. Pourquoi nous, en agriculture, on est tout le temps obligé d'artificialiser le milieu, alors que la nature, elle, à partir du moment où il y a du soleil, où il y a de l'eau, elle arrive à fabriquer ses sols et elle arrive à construire des systèmes très très productifs, en termes de production de biomasse, plus productifs que ce que nos systèmes agricoles savent faire. Donc c'était notre axe de travail principal. Et pour mettre en œuvre un système qui répondait à cette question, on a commencé à évaluer tous les outils disponibles en agriculture, donc outils au sens très large, techniques agronomiques, mécanisation, engrais, chimie, rotation, etc. On a essayé d'évaluer ces outils pour essayer de voir si ça allait dans le sens des écosystèmes, si ça allait dans le sens de la productivité, de la résilience des systèmes. Et on s'est rendu compte d'un problème assez important qui était que l'agronomie classique en fait était pour beaucoup basée sur le travail du sol et que donc il fallait faire du tri dans tous les outils et beaucoup plus ramener d'écologie dans nos réflexions. Un des outils qui nous a semblé donc le plus problématique de tous, c'était le travail du sol. On s'est rendu compte de ça en allant discuter avec les céréaliers qui faisaient de l'agriculture de conservation, du semi-direct sous couvert, des TCS, etc. Donc souvent des fermes en céréales très importantes. Et ils nous ont montré les côtés néfastes du travail du sol et les problématiques que ça pouvait poser. On n'était pas les seuls à se poser cette question. Dans toute la France, il y avait des maraîchers qui réfléchissaient à ça. Alors c'est une thématique, le non-travail du sol ou l'activité biologique du sol, qui est assez présente en permaculture, en agriculture naturelle aussi. Et en agriculture biologique un peu moins malheureusement, même si ça a tendance à se développer aujourd'hui. Et donc on s'est rendu compte que le travail du sol était un problème important et on a monté un réseau national donc, qui s'appelle Maraîchage Sol Vivant. On a commencé à développer ça donc, en 2012, on a fait 4 rencontres nationales et aujourd'hui on fait de la formation pour les professionnels sur tout le territoire français. Alors on est concentré sur le maraîchage mais on travaille de manière rapprochée avec beaucoup de céréaliers conventionnels. On aimerait un peu plus avec des céréaliers bio, mais c'est un peu compliqué. On manque d'outils, notamment en fait, pour développer les systèmes. L'enherbement et la fertilité des sols restent dans les phases de transition très problématiques, et en bio, on manque beaucoup d'outils pour débloquer les systèmes. Donc dans tout ce travail agronomique et cet axe de travail du travail du sol, on s'est rendu compte tout d'abord que donc, le sol n'était pas un support mort, et qu'il était structuré, qu'il était organisé. Comment dirais-je, à peu près autant dessous que dessus. C'est-à-dire qu'on a tendance à voir les écosystèmes au-dessus, parce qu'on les voit. Et ce qui se passe dessous, en fait, on le voit très mal et on le connaît très mal. Quand on regarde en termes d'énergie, le temps qu'a passé l'écosystème à construire son sol, à y stocker de la matière organique, à l'organiser, en fait, on se rend compte qu'il est autant organisé dessous que dessus. Et c'est un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui en agriculture, c'est qu'ils sont souvent très mal organisés dessous. Et justement à cause du travail du sol. Une des premières conséquences, donc, du travail du sol, c'est que les sols ne poussent plus tout seuls. C'est-à-dire qu'on met une plante dans un sol travaillé, souvent très travaillé, il faut automatiquement lui mettre des intrants, des engrais, des matières organiques. La plante tombe malade, il faut lui mettre plein de produits pour l'empêcher de mourir. Et c'est pas du tout comme ça que fonctionne la nature. Donc on s'est dit, comment ça fonctionne ? Enfin, je parle au niveau global, de toute l'agriculture de manière générale. Voilà. Donc, on a des gros problèmes de fertilité, l'accès en eau des plantes se fait difficilement, la nutrition se fait difficilement, l'enracinement se fait difficilement, les sols souvent sont nus, alors que dans la nature, les sols sont jamais nus. Et donc, on a des températures qui montent, qui baissent dans les sols, enfin, ça pose beaucoup de problèmes aux plantes. Et au final, on a plein d'enherbements, parce que la nature n'arrête pas de faire pousser des plantes pour essayer de reconstruire justement le système. Parallèlement à ça, on pollue pas mal, c'est-à-dire qu'un sol, à partir du moment où il est travaillé, il est plus structuré, il ne résiste plus à l'eau. Alors j'ai mis des photos, mais là elle défile dans le désordre, alors c'est un peu con.
Bon, alors ça, c'est un sol vivant qu'on fabrique. Ça, c'est nous en train de fabriquer de la biomasse pour reconstruire nos sols. Je vous ferai des petits commentaires quand tu as des fils. Bon, c'est un peu perturbant cette affaire. Donc la pollution, c'était un axe de travail majeur aujourd'hui. Alors ça, c'est un sol vivant qui est dans une boîte depuis 1 an et demi. Et vous voyez, c'est un micro-écosystème qui se développe, ça marche bien. Ça, c'est de la paille mélangée avec de la terre et c'est structuré par des champignons, ça profite. Et donc ça nous donne des structures résistantes à l'eau. Bon, c'est de la paille. Bon. C'est un très bon outil pour remettre en route les sols. Je vais vous expliquer après pourquoi. C'est un outil qui coûte pas cher, c'est très poreux et ça permet de... Alors ça, c'est de la terre morte mélangée avec de la paille qu'on a laissé composter pendant 6 mois. Et après, on la baigne dans l'eau et vous voyez, ça bouge plus, ça ne fond pas. En fait, les structures carbonées développées par les champignons stabilisent les sols. Alors ça, c'est un sol mélangé avec du compost. Avec le compost, ça ne marche pas. Et vous aurez la même chose avec un sol très pauvre en matière organique. Ça, c'est une culture de choux qui marche très bien. Bon, je reprends. Donc la pollution. Donc à partir du moment où on travaille les sols, ça génère de la pollution. On a souvent une vision très biaisée de la pollution. La pollution, c'est les méchants produits chimiques que mettent les méchants agriculteurs qui sont très forts, le Roundup. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, la pollution. La pollution, c'est aussi la perte des matières minérales, c'est la perte des matières organiques, c'est la pollution des eaux par l'activité biologique, tout un tas de toxines très mauvaises pour la santé. Et en fait, tous ces problèmes sont intimement liés. Et à un moment, ils sont tous liés autour du travail du sol. Notre objectif à nous, donc, c'est de recréer des sols qui ne génèrent plus aucune forme de pollution. Ou en tout cas, beaucoup moins, puisqu'on ne peut pas contrôler aussi bien les systèmes que la nature contrôle ses propres systèmes. Et au final, on se rend compte que le travail du sol est relativement inefficace économiquement, puisqu'en fait, il détruit notre capital sol sur le temps long. Ça génère beaucoup de problèmes sur la fertilité, et donc il faut artificialiser le milieu. C'est pas très efficace économiquement. Bon. Donc c'était un peu ce que nous avaient expliqué les agriculteurs en agriculture de conservation. Et donc eux, ils développaient tout un tas de techniques en céréales conventionnelles pour reconstruire leur sol. Nous, on a essayé d'appliquer les mêmes méthodes. Tout n'a pas marché exactement de la même manière. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais on a réussi à faire aussi bien qu'eux et en fait même beaucoup mieux à la fin. Donc l'axe de réflexion, c'était que les sols sont structurés par des matières carbonées et surtout par de l'activité biologique qui organise ce carbone. Et donc il s'est posé une question très simple, à laquelle personne n'était capable de nous répondre, c'est si on a de l'activité biologique, elle mange, mais elle mange quoi et elle mange combien? Et donc il fallait nourrir cette activité biologique pour réussir à avoir des sols avec de l'activité biologique qui régénèrent leur propre structure en permanence. Donc ça a été assez difficile au début en fait de trouver une règle de fonctionnement, une quantité de nutrition à amener au sol. Et donc on a tout simplement regardé la productivité des écosystèmes et puis on a très grossièrement dit si un écosystème prairie produit entre 20 et 40 tonnes de biomasse, on va nourrir nos sols tous les ans avec cette quantité de biomasse. Donc 20 et 40 tonnes de biomasse, ça représente un paillage entre 5 et 10 cm. Quelque chose comme ça. 2 minutes, on accélère. Voilà. Alors un gros problème à identifier en maraîchage, donc ça a permis de débloquer beaucoup de problèmes, c'est que les légumes ne produisent pas de biomasse. Quand vous travaillez avec des céréaliers, les céréaliers laissent toujours leurs plantes se développer de manière complète jusqu'à maturité. Quand vous faites une culture de radis, que vous retirez le radis, il vous reste un système racinaire ridicule qui ne peut pas du tout nourrir votre système sol. Il a donc fallu qu'on artificialise les systèmes, au moins dans un premier temps, pour expérimenter et voir si toutes nos théories sur la nutrition des sols fonctionnaient correctement. Donc en fait, on a artificialisé avec de la matière organique morte, puisque vous avez 3 voies d'introduction du carbone majeures dans les sols, la litière, donc des matières organiques mortes, les racines et les exsudats racinaires. Et donc nous, on s'est dit, tiens, si on utilise principalement la voie de la matière organique morte, est-ce que ça marche? Dans la pratique, ça marche assez bien. Donc 3 chiffres pour vous donner un exemple. En semi-direct sous couvert, les meilleurs céréaliers remontent les taux de matière organique des sols de 0,1 point, 0,2 points par an. Une prairie bien faite, dans des conditions correctes, c'est-à-dire pas mal d'humidité notamment, on arrive à un demi-point de matière organique par an. Et nous, on avait un objectif de 5%. Ça dépend des contextes, mais grosso modo 5%. Donc il fallait mettre beaucoup de matière organique pour restructurer les sols. Et cette matière organique, on l'a identifiée, devait être de la matière organique fraîche, donc plusieurs sources, la paille, les broyats de déchetterie et les BRF, dont on a beaucoup parlé à une époque, un excellent outil, mais malheureusement un peu difficile à fabriquer. BRF, c'est le bois raméal fragmenté, oui. Donc c'est une technique qui nous vient du Québec. On a travaillé une dizaine d'années avec ça.
dans la pratique, c'est assez difficile à mettre en œuvre parce qu'il faut aller très très vite dans la construction. Bon, alors je vais accélérer. Voilà. Donc dans la pratique, pour reconstruire un sol, on a développé différentes techniques. Ça consiste avant tout à remettre beaucoup de matière organique dans les sols. Donc on utilise des coefficients de minéralisation, d'humification très classiques, qu'on retravaille et qu'on ajuste aujourd'hui. En gros, on balance, si vous avez un sol à 1,5 point de matière organique, vous balancez 400 tonnes de broyat, vous rajoutez 50 tonnes de fumier, vous mélangez tout ça, et vous n'y touchez plus. Surtout, vous n'y touchez plus. Aussitôt, vous avez toute l'activité saprophyte du sol qui stabilise le sol. Et tout d'un coup, vous obtenez un sol, comme j'ai là dans les photos, qui devient résilient à l'eau, qui filtre relativement bien, puisque c'est une des premières fonctions du sol, c'est de filtrer tout ce qui tombe de l'écosystème, et qui aussitôt, et donc quand on a ce type de sol, très rapidement on retrouve tous les services écologiques d'un sol normal. Et donc en gros, en 6 mois, on arrive à restructurer en profondeur un sol, de manière à pouvoir produire. Alors je dis bien de manière à pouvoir produire parce qu'on sait que la structuration vraiment profonde, intime de la matière organique et de la matière minérale met 1 à 2 décennies pour vraiment se finir. Et donc il faut à peu près une vingtaine d'années pour que le processus s'achève. Mais disons qu'on arrive très rapidement à retrouver tous nos processus écologiques. Donc cette photo, vous voyez, c'est 1 kg de terre mélangé avec 100 grammes de paille. Et on le laisse composter pendant 6 mois à froid. Et aussitôt, les champignons saprophytes structurent intimement la matière minérale et la matière organique. Et ça donne très rapidement à nos sols une résilience à l'eau qui permet qu'ils ne se retassent pas et qu'il y ait un bon enracinement et une nutrition tout à fait correcte. Voilà, bon, très bien. Juste, je finis à 1 minute encore. Donc aujourd'hui, on a différentes pistes de travail. On a commencé à reconstruire les sols. On arrive à restructurer les sols. Il faut savoir qu'on a déjà sauvé un certain nombre de fermes qui étaient au bord de la faillite à cause de sols trop déstructurés. Et on a un certain nombre de pistes de travail, notamment on travaille l'autonomie en carbone, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on utilise beaucoup d'intrants, vous voyez, là, on met en œuvre des moyens technologiques assez imposants pour réussir à structurer les sols. Donc les pistes de travail, ça va être utiliser les couverts vivaces, puisqu'ils sont beaucoup plus productifs en fait que les couverts annuels, qui sont beaucoup utilisés en céréales. On travaille beaucoup sur le tri variétal, en fait il y a une réponse très très variable suivant les variétés de plantes. Donc on travaille beaucoup sur le tri variétal. On intègre beaucoup l'agroforesterie dans nos réseaux. Moi j'y travaille un peu avec la pomme parce que je suis en Normandie, mais j'ai des collègues qui font une intégration beaucoup plus complète, notamment la notion de food forest. Et on travaille beaucoup à la mécanisation parce qu'en fait on a aujourd'hui... la plupart des membres du réseau sont des micro-fermes, effectivement, des gens en installation ou des fermes entre 1 et 10 hectares maximum. Mais on a aujourd'hui une très forte demande en fait des légumiers. Ça va de 10 hectares à 300 hectares. Donc voilà, on a une très forte demande aujourd'hui des légumiers sur ces techniques-là parce qu'en fait elles sont opérationnelles sur le terrain. Et donc aujourd'hui la réflexion c'est comment on mécanise tout ça, comment on réduit les coûts et comment on arrive à généraliser ce type de modèle et surtout après c'est finir de mesurer l'impact environnemental de nos techniques en fonction des ressources. Est-ce qu'effectivement on arrête totalement de polluer ou pas, est-ce qu'il y a encore des fuites, etc., etc. Je vous remercie. Merci. Merci François pour la... Merci donc François pour la passion que vous avez mis dans l'exposé. Ça introduit pas mal de questions, notamment sur l'expérimentation, le rôle dans l'expérimentation, la production de savoir de ces fermes. Je pense qu'on va y revenir. Monsieur Jean-Louis Collat, je vais vous passer la parole. Ce serait bien d'ailleurs que vous me disiez un petit peu, vous, ce que vous avez pensé des 2 témoignages précédents, là, mais vous me le direz tout à l'heure, s'ils sont représentatifs des gens que vous voyez passer, vous, parce que vous en voyez passer un certain nombre. Vous êtes vice-président du réseau Reneta. Alors Reneta, c'est Réseau National des Espaces Tests Agricoles. Donc vous fédérez au niveau national ce qu'on pourrait appeler les couveuses d'activités agricoles, c'est-à-dire des fermes qui mettent à disposition du foncier, mais aussi un accompagnement à des porteurs de projets. Donc dans ce que vous appelez des espaces tests, et ces espaces tests, il en existe 70 actuellement en France, je crois, dont une quarantaine sont déjà en activité, une trentaine en projet. Voilà. Peut-être vous pourriez nous dire un petit peu comment vous voyez ces porteurs de projets qui s'adressent à vous aujourd'hui, qui ils sont, et puis vous, évidemment, quels services vous pouvez leur proposer.
Alors, donc rapidement, pour revenir un tout petit peu sur ce qu'est un espace test, l'idée de la couveuse est née dans 3 ou 4 endroits en France dans les années 2007-2008, et entre autres donc en Île-de-France où j'étais maraîcher à l'époque. Et au sein du réseau des AMAP, où on s'est posé la question de comment faire pour accompagner plus d'installations, notamment de maraîchers, sur le territoire, compte tenu de la demande croissante, presque exponentielle, des consommateurs, qui s'est développée donc avec le mouvement des AMAP. Donc ce concept de couveuse a été créé par une loi de 2004 et qui n'était pas du tout prévu pour l'agriculture, et donc à quelques-uns on a commencé de se pencher sur la question, et donc à l'époque sont donc nés plusieurs espaces tests agricoles sur l'ensemble du territoire français. Et très rapidement, on s'est heurté à un certain nombre de questions à la fois juridiques, sociales. Le statut social des entrepreneurs agricoles n'avait pas été prévu par la loi. Enfin voilà, il y avait tout un tas de questions qui se posaient. C'est la raison pour laquelle on a commencé et surtout donc les techniciens animateurs de ces espaces tests se sont réunis pour voir comment ils pouvaient apporter des solutions aux problèmes qui se posaient. Donc l'idée du Reneta est née à partir de ce moment-là, et petit à petit donc d'autres espaces se sont créés, et en 2012 il y avait un certain nombre de groupes qui se posaient les questions et qui se sont dit faut qu'on crée une structure nationale pour structurer nos échanges et pour surtout avoir du poids et pouvoir aller interroger directement les ministères concernés pour faire évoluer la loi, les réglementations et tout ce qui s'ensuit. Donc un espace test, en fait, c'est un endroit où on accueille des porteurs de projets qui s'intéressent au métier de l'agriculture au sens large, sachant qu'effectivement ça s'est beaucoup concentré au début sur le maraîchage, mais qu'aujourd'hui on accompagne aussi des éleveurs, on accompagne des bergers en écopastoralisme, on accompagne des arboriculteurs, des paysans boulangers. Donc dans cet espace, on met à disposition du foncier, des terrains, on met à disposition du matériel, on met à disposition un tutorat, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de transmettre les savoir-faire paysans. Et je pense que c'était ça l'essentiel de l'idée, c'est de pouvoir transmettre les savoir-faire paysans à de futurs entrepreneurs qui viennent pour la plupart du milieu urbain ou qui ne sont en tout cas pas issus du milieu agricole. À 90%, je pense largement 90%, ce sont des reconversions professionnelles. Et donc l'idée c'est de pouvoir transmettre nos savoir-faire et les aider à mettre en place leur ferme, leur jardin, de façon à ce qu'au moment de l'installation, ils puissent réussir la transition entre ce qu'ils étaient avant et leur nouveau métier. Donc le public est très varié, effectivement, à la fois en âge et en provenance. Ça rejoint un peu je pense qu'on retrouve à peu près le public qui a été décrit par Kevin tout à l'heure dans la première présentation, où on a effectivement des gens qui viennent de tous horizons. Voilà, que dire, je ne sais pas si j'étais assez complet, si vous avez... Est-ce que vous avez un retour sur l'évaluation de votre action? Je veux dire, voilà, est-ce que vous avez suffisamment pour dire oui, c'est mieux avec un accompagnement que sans? Juste une précision, oui, parce que les gens sont accompagnés dans le cadre d'un contrat qui s'appelle le contrat CAP, contrat d'appui au projet d'entreprise, qui est sur 1 an et renouvelable 2 fois. Donc ça fait des périodes qui peuvent aller jusqu'à 3 ans.
Au Champ des Possibles, dont je suis le co-gérant actuellement, donc c'est le Champ des Possibles, c'est l'espace test couveuse d'activité en Île-de-France. On a accompagné depuis le début plus d'une vingtaine de personnes. Il y en a 15 qui sont sortis, 15 ou 16 qui sont sortis, dont seulement 2 ne se sont pas installés en agriculture. Les autres sont toutes installés en agriculture, la plupart en Île-de-France. Cette année, donc, on accompagne une douzaine de personnes sur 6 sites d'accueil, c'est-à-dire 6 fermes, réparties sur l'ensemble du territoire de l'Île-de-France. Et l'année prochaine, on va passer à 12 sites d'accueil et 25 personnes. Donc les personnes qui sont sorties de chez nous, pour certaines, sont installées depuis 3 ou 4 ans et ont une activité qui fonctionne parfaitement bien. Sur l'ensemble du territoire, on doit être à peu près à 200 personnes accompagnées depuis le début. Je n'ai pas de chiffre précis par rapport au nombre d'installations, mais le taux de réussite en général est quand même très supérieur à celui des gens qui s'installent sans aucune aide. Sans soutien. La phase d'installation est une phase critique, d'après ce que nous disait Kevin tout à l'heure. C'est un petit peu ce que disait aussi Jocelyne tout à l'heure. Elle a parlé d'une installation très progressive. Et puis elle a parlé de quelque chose qui m'a intéressé. Elle a dit, on a été, comment est-ce que vous avez dit, vous avez été bien accueillis sur le territoire, c'est ça, cette question de, voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bien accueillis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait des gens sympas autour de vous, ou bien il y avait aussi du foncier, il y avait quoi? Mais disons que je pense que la situation n'est pas tout à fait la même qu'aujourd'hui. Nous, on est dans une région qui est très dynamique par elle-même. Mais à cette époque-là, il y avait vraiment un groupe d'agriculteurs qui était très dynamique et qui avait une volonté d'installer des jeunes agriculteurs. Donc en fait, dans le territoire où on habitait, il y avait à l'époque ce qui s'appelait un PLI, un plan local d'installation. Et donc nous n'avons pas fait partie parce que finalement on a trouvé cette facilité d'installation avec l'éleveur chez qui on travaillait et qui nous avait lui-même cédé 1 hectare de terre dès le début. Mais par contre il y a eu des installations de gens dans différentes, en élevage laitier, en petits fruits. Il y avait une dynamique vraiment de volonté d'installation. Aujourd'hui dans la même région, il y a beaucoup de gens qui veulent s'installer, mais ils ont beaucoup plus de mal de trouver du terrain. Parce que je pense que le contexte est quand même un peu... Les fermes se sont plus agrandies, il y a aussi plus de gens qui y arrivent. C'est l'accès au foncier qui est difficile. C'est que nous, quand on est arrivés, on était les premiers dans le Trièves à vouloir faire du maraîchage à l'endroit où on était. Les gens ils nous ont regardés avec des grands yeux parce que personne n'avait jamais fait du maraîchage à cette altitude-là et avec les terres qu'on avait. Et en fait, ils n'y croyaient pas vraiment au départ. Et finalement, aujourd'hui, on était donc les premiers, on a été... pendant au moins 10 ou 15 ans les seuls, pour ainsi dire, du Trièves à faire du maraîchage. Aujourd'hui, on est 7-8 sur des fermes plus ou moins grandes. Donc je pense que les agriculteurs de base qui habitaient sur le pays le voient moins facilement aujourd'hui parce qu'il y a plus de gens, il y a plus de demandes. C'est plus difficile. Oui, c'est plus difficile. Merci. Monsieur Colin? Oui, par rapport à l'accès au foncier, effectivement, c'est une de nos préoccupations et dans la démarche d'accompagnement, on s'efforce justement de trouver aussi la solution foncière pour que le jour où notre entrepreneur à l'essai va s'installer puisse trouver effectivement un lieu pour s'installer. Aujourd'hui, on a un certain nombre de partenariats avec des communautés d'agglomération. Et un peu partout sur le territoire, on sent nettement une volonté des élus d'œuvrer pour installer des gens dans leur agglomération et redonner donc un certain nombre de terrains à l'agriculture. Et donc on a un certain nombre de partenariats où certains espaces tests justement sont montés en partenariat avec soit les communautés d'agglomération, soit des communes. Mais aussi dans nos partenaires, on a aussi des lycées agricoles, on a aussi l'enseignement et la recherche. C'est des espaces qui sont en général multipartenaires. Les collectivités territoriales font clairement partie des nouveaux acteurs qui contribuent à l'installation. Ça, c'est un phénomène assez nouveau, je crois. François Mullet, vous avez connu les mêmes difficultés lors de votre installation? Comment ça s'est passé? Nous, ça a été un petit peu différent dans le sens où on possédait déjà le foncier.
Donc on avait une douzaine d'hectares. Bon, la ferme était loin d'être en bon état. Comme je travaillais sur une ferme céréalière, j'avais accès à beaucoup de matériel pour faire tout ce que j'avais à faire. Et ma famille est installée sur le territoire depuis 300 ans. Donc, niveau lien social, ça allait. Je suis un des meilleurs laboureurs du département, d'ailleurs, puisque j'avais mis un point d'honneur à être le meilleur laboureur du département. C'est paradoxal, mais au moins je sais faire. Et après, j'ai appris qu'en fait, c'était pas très intéressant de labourer les champs. Bon. Et donc voilà, nous on était déjà très intégrés dans le milieu, mais la difficulté, ça a été de construire un nouveau modèle. L'agriculture bio traditionnelle d'aujourd'hui nous a pas beaucoup aidé dans la construction de ce modèle, mis à part dans les réseaux de commercialisation, puisqu'on est labellisé bio en maraîchage, mais pas en céréales. Et donc ça nous a beaucoup aidé, quoi, les réseaux de vente directe et les stratégies de vente directe, vente à la ferme. Nous on fait du légume drive. On a une association de consommateurs aussi très sensibilisée, bio, qualité des aliments, etc. Et puis il y a un marché tout à fait classique. Donc notre installation a été très progressive en fait, puisque créer un nouveau modèle, c'est un peu compliqué quand même. Il faut le temps que les sols répondent. Hein. Juste un exemple, pour qu'une population de vers de terre se restructure correctement, il faut au moins 3 ans. Donc il a fallu attendre de voir ces vers de terre revenir et de voir que ça commençait à pousser sérieusement. Et c'est là qu'on a décidé de s'installer officiellement, quoi. Donc la démarche a été très lente, très progressive, mais avec les techniques qu'on développe aujourd'hui, ça peut être fait beaucoup plus rapidement. Mais nous, la démarche a été quand même fort longue. Et après, dans nos techniques, qu'on a un conseil à donner aux maraîchers, c'est de s'installer sur des prairies. Puisqu'en fait, s'installer sur une prairie, on a un sol structurel, la matière organique, de l'activité biologique, etc., etc. Alors que quand on reprend des sols en mauvais état, si on veut aller sur des techniques sans travail du sol, il faut compter entre 10 et 20 000 euros l'hectare pour reconstruire correctement les sols. Tout frais confondu, charges confondues, diverses et variées. Ouais. Donc la question de l'installation, effectivement, se pose. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos intervenants ? Oui, bonjour, Anne-Raphaël, étudiante à AgroParisTech. Je voulais juste savoir comment se passait la commercialisation de vos céréales. Pour moi ? Oui, s'il vous plaît. Alors c'est assez simple, vous allez à la coopérative agricole, vous avez fosse 1, blé, fosse 2, colza. Voilà, c'est simple. Ça répond à votre question ? Il y a d'autres mains qui se lèvent. Je ne sais pas si l'autre... Vous demandez la parole, je sais pas. Bonjour, je m'appelle Romain Huger, je suis étudiant du coup dans une spécialité de l'école et j'aurais aimé savoir par rapport au réseau Reneta quelles étaient les sources de financement, si c'était de l'autofinancement avec la vente à la fois des productions qui étaient issues de l'activité des agriculteurs qui étaient en test et également s'il y avait des subventions, des choses comme ça, s'il y avait des espaces tests qui avaient mis en place plus ou moins un système autonome vis-à-vis de ces subventions. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le réseau Reneta? Parce qu'on pourrait faire un petit tir groupé pour M. Collat. La question donc pour Jean-Louis. Moi, dans le cadre de mes recherches de terres foncières en micro-ferme, dont je voulais des petites surfaces, je me suis aperçue qu'en région Île-de-France, il y avait énormément de surfaces disponibles de moins d'1 hectare, avec des plans d'eau, sauf non accessibles parce que propriétaires terriens privés, qui paye 43 €. La dernière facture que j'ai eue, c'était 43 € la taxe foncière sur 1 hectare. Donc, ils refusent de les louer à des exploitants. Et ce sont donc des terrains qui peuvent être utilisés, j'aime pas le terme exploité non plus, qui sont présents, mais qui ne sont pas accessibles. Donc, ma question était, c'est est-ce que dans le cadre du réseau Reneta, vous pouvez remonter ça et éventuellement faire, je ne sais pas, demander une incitation peut-être fiscale pour que ces terrains puissent être accessibles, nonobstant le problème du changement de PLU qui augmente la valeur du terrain. Merci. D'autres questions pour Reneta ou vous êtes à peu près... Vous présentez. Oui, bonjour, Marie Arnaud, journaliste. Juste des précisions sur le fonctionnement d'un espace test. Si vous pouvez nous dire comment ça marche, si les gens y sont tous les jours, enfin voilà. Oui, juste une question. Vous avez parlé de... Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. Vous avez parlé de création d'un nouveau modèle, mais en vous écoutant, vous avez dit 2 minutes avant que vous êtes déjà, ça fait 300 ans que vous êtes installé là où vous êtes.
est-ce que c'est vraiment, il s'agit d'une création de nouveaux modèles ou création d'un nouveau lieu de vie? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est pour la dame. Moi, je suis pas agronome, donc moi, je viens des sciences sociales, donc moi, le monde agricole, je le lis autrement. Une question que je suis en train de réfléchir, c'est vous avez parlé du travail. Vous avez parlé du travail, que 35 heures, c'est pas possible dans l'agriculture d'en parler, c'est vraiment même aberrant. Et je connais un peu la question. Je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas finalement deux formes du travail? C'est-à-dire une forme telle que l'agronomie classique, il la présente, il la performe, c'est-à-dire il la formate, c'est-à-dire il la calque dans le modèle, et donc après il sort le modèle, et puis il peut faire le calcul de je ne sais pas combien d'heures. Et une deuxième, un travail réel, hein, avec les plantes, un réel que j'appelle un travail interspécifique. Est-ce qu'il n'y a pas finalement deux formes de travail qui sont mélangées, mais dont un, on prend en compte, mais pas le deuxième, qui est beaucoup plus réel pour moi, en voyant par exemple, je vois des maraîchers, ils travaillent avec les plantes toute la journée, quoi. Donc c'est du matin au soir. Et donc si je le rapporte au modèle agronomique, il n'y a aucun sens. Mais si je le rapporte dans une autre forme du travail, tout le travail, ça prend un sens énorme. Donc on n'est plus du tout dans le même monde réel, on n'est plus du tout dans le même monde de travail tel qu'on le voit. C'est tout à fait juste. C'est-à-dire... On va faire une pause, on va les laisser répondre parce que sinon... Pour répondre à cette question, je trouve que c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, voilà, moi quand on me parle de travail, je ne sais pas trop ce que ça veut dire en fait. Parce que moi, mon travail, il est associé totalement à ma vie. Et il n'y a aucune différence entre mon travail professionnel et ce que je vis réellement. Quand je suis dans mon jardin, je n'ai pas réellement l'impression de travailler... Enfin, quand les gens viennent nous aider, ils trouvent ça très très dur. Mais moi, comment dire, c'est comme un espèce d'accomplissement de vie. C'est que je suis bien là et c'est le travail qui me convient. Donc en fait, dans ces cas-là, c'est vrai que les horaires de travail, ça ne veut plus dire vraiment grand-chose. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on se lève l'été à 5h30 du matin et à 9h on y est encore. Mais en même temps, on y est très bien. Et on ne se verrait pas faire autre chose. Parce que ça fait partie c'est pas du travail, c'est un choix de vie. C'est parce qu'on a envie de vivre comme ça qu'on fait ça. Et c'est ce qui permet d'avoir de si longs horaires de travail. C'est parce qu'on aime ce qu'on fait. Voilà, il y a plus vraiment de frontières du coup entre... pour moi personnellement, alors peut-être pour d'autres maraîchers c'est pas le cas, hein, mais pour moi personnellement il n'y a pas une réelle frontière entre ma vie qu'on dit privée et mon travail. C'est ma vie en dessous, quoi. Voilà. C'est pour répondre à cette question. Pour mon fils, c'est un peu différent. Il le conçoit un peu pareil. Le problème, c'est que mon fils, il travaille à la mi-temps, enfin, vous l'avez entendu, seulement l'été avec nous, mais il fait aussi autre chose les 6 mois de l'année, qui l'intéresse aussi énormément et qu'il n'a pas envie de lâcher non plus. Donc, voilà, les partager, à savoir comment il va pouvoir organiser les choses pour pouvoir faire les deux de front encore. C'est son choix de vie qui n'est pas encore tout à fait... François, allez-y, puis je vais aussi donner mon petit avis sur cette question, c'est qu'effectivement, c'est ce qui, moi, m'a motivé à faire du maraîchage. C'était, comme beaucoup de métiers de l'agriculture, ils sont complets. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire de la mécanique. Moi, j'aime beaucoup la mécanique. J'ai du matériel d'usinage, etc. Je m'amuse beaucoup avec ça. On est obligé de faire de l'agronomie, on est obligé de faire de la vente, on est obligé d'être inséré dans un tissu social. On a créé un réseau national qui génère beaucoup d'émulation, d'échanges intellectuels divers et variés. Donc, ça doit faire 2 ou 3 ans que j'ai pas pris un seul week-end, mais on voit les choses différemment. C'est notre vie au jour le jour. On a des projets, on a aussi une vision d'entrepreneur du monde, quoi. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que ça sonne et puis on va à la pointeuse et puis on rentre chez nous. La vision des choses est quand même très différente. Après, pour moi, faire de la recherche agronomique, c'était une dimension indispensable au métier. J'avais pas du tout envie de recevoir mes ordres d'un conseiller technique et qui m'explique ce que je devais faire. Voilà. Alors pour répondre à la question de l'innovation du modèle, alors oui, c'est un nouveau modèle sans l'aide vraiment, c'est-à-dire qu'on a quand même repris beaucoup de choses de plein d'autres méthodes. Mes grands-parents étaient en polyculture élevage, donc un truc on ne peut plus traditionnel avec des vaches sous des pommiers, du pommier qui servait à faire du cidre et de l'agneau, et on vendait les vaches et on faisait un peu de céréales à côté, quoi. Nous, on a développé un atelier maraîchage sur la ferme, donc c'était déjà assez nouveau.
Et disons que malgré tout, tout ce qui est culture annuelle, aujourd'hui encore, c'est très très majoritairement basé sur des techniques de travail du sol. Les systèmes prairiaux vont être sans travail du sol, la foresterie aussi, mais toutes les cultures annuelles sont principalement basées sur du travail du sol, et elle est là la nouveauté et l'innovation, c'est d'essayer de faire en sorte que les cultures annuelles, notamment en maraîchage qui sont peu productifs de biomasse, on puisse les cultiver sans travail du sol et donc supprimer la détérioration des sols, quoi. Elle est là l'innovation majeure, dans le sens où j'avais un grand-oncle, un arrière-grand-oncle qui était maraîcher aussi, qui utilisait beaucoup de matière organique également. J'ai retravaillé par la suite leurs sols, ils sont noirs sur 1 mètre de profondeur, parce qu'ils utilisent beaucoup de matière organique, mais il n'y avait pas ces réflexions sur le non-travail du sol, leur développement de l'activité biologique, etc. On jouait beaucoup plus sur la masse importante de matière organique stable dans les sols et les coefficients de minéralisation assez lents de ces matières organiques-là. Donc il est vraiment là le nouveau modèle, c'est les cultures annuelles, on essaie de les développer sans travail du sol, quoi. Tous les deux, vous avez joué un rôle un petit peu de passeur de frontières quand même, hein. Jocelyne, disant en s'installant dans un endroit où peu de gens faisaient du maraîchage. François, en développant une réflexion sur les sols. Tout à l'heure, Kevin parlait du rôle des pionniers. Vous vous sentez dans un rôle comme ça, un peu de... Enfin, voilà. Pas, non? Enfin, quand même. J'irai peut-être pas jusque-là quand même, mais bon. Disons qu'il s'avère de fait qu'on était les premiers dans la région à venir faire du maraîchage de cette façon en plus, quoi. Parce qu'il y avait un agriculteur qui faisait un peu de maraîchage, mais de façon très traditionnelle, engrais, avec la réflexion qu'on avait et le choix de vie qu'on avait, on était vraiment les premiers. Et ça fait partie de vos motivations? C'est-à-dire vous vous êtes dit, allez... on y va Eh ben, disons que nous, comme je vous dis, nous on était donc en études agricoles en 75-77. L'agriculture bio, ça faisait doucement rigoler. On était pris pour des rigolos, quoi. Je veux dire. Et nous, on s'y est tenu. On a travaillé avec nos convictions plus qu'avec le reste. Et d'ailleurs, nous, on n'est pas labellisés, on n'est pas en bio. D'abord parce que les clients à qui on vend nos légumes, c'est un quartier populaire de Grenoble. Ce qu'ils veulent, c'est des bons légumes, et qu'ils soient en bio ou pas, ça leur est égal. Ils se posent la question, il s'avère que... c'est plus... Nous, on fait ça plus par conviction et par, comme on vous disait tout à l'heure, par façon de vivre, que pour une... Alors, moi, je sais bien, très bien, parce que moi, j'ai pas du tout... Nous, on n'a jamais eu la recherche à ce point-là, et c'est très intéressant de voir quelqu'un qui a eu une démarche différente, qui partait de quelque chose de classique pour revenir à quelque chose. Ça, c'est très intéressant. Jean-Louis Collat, est-ce que vous avez plusieurs questions pour vous, hein, sur le fonctionnement de Reneta, sur les questions du foncier, et puis concrètement un espace test, ça marche comment? Alors, le fonctionnement concret d'un espace test, c'est le fonctionnement d'un jardin ou d'une ferme sur laquelle donc les entrepreneurs à l'ESS sont immergés tous les jours dans le travail. C'est-à-dire que soit on leur propose de travailler dans une ferme à côté de l'agriculteur en place, et ils apprennent au quotidien tous les gestes du métier, soit on leur propose, une fois qu'ils ont une certaine expérience, un espace en autonomie dans lequel ils peuvent continuer donc de faire leur expérience, mais sans avoir quelqu'un sur le dos, excusez-moi du terme, tous les jours. C'est-à-dire qu'ils ont un tuteur qu'ils peuvent, avec qui ils vont dialoguer régulièrement, avec qui ils vont faire le tour du jardin régulièrement, mais avec qui à qui ils pourront poser des questions quand ils vont tomber sur des questions, des problèmes techniques. Voilà. Donc le quotidien, c'est comme s'ils étaient installés, sauf qu'ils ne sont pas encore installés, qu'ils n'ont pas la charge financière de l'installation sur les épaules, et qu'ils sont dans une position où ils peuvent faire machine arrière à un moment donné. Si au bout d'un an ils se disent mais non, c'est pas ça que je veux faire, ils peuvent faire machine arrière. Ils n'ont pas investi d'argent, ils ont simplement investi du temps. Et concrètement, leur rémunération, pour aller jusqu'au bout, donc leur rémunération, elle est le fruit du travail qu'ils vont avoir fait. C'est-à-dire, on va prendre les intrants qu'ils vont avoir utilisés, les ventes qu'ils vont avoir faites, et le résultat qui en ressort leur appartient.
Alors, quand ils sont en test, en général, le résultat, on ne leur met pas un objectif très haut de résultat, parce qu'il faut qu'ils apprennent, ils passent beaucoup de temps à apprendre, ils vont faire des formations en plus, ils vont avoir donc des formations théoriques en plus. Donc, on leur met la barre pas très haute, mais l'avantage du contrat CAP, c'est que ça leur permet de continuer d'émarger au chômage s'ils sont chômeurs, c'est-à-dire de continuer de toucher leurs indemnités chômage ou de bénéficier de leurs droits à la formation s'ils ont acquis des droits à la formation. Ils peuvent cumuler ça avec le résultat du produit de leur activité. Voilà. Concrètement, c'est ça. Après, comment ça fonctionne un espace test, enfin une couveuse plutôt, enfin, ou un espace test comme les champs des possibles. Les animateurs, on a un budget de fonctionnement. On a, par exemple, en Île-de-France, on a 2 chargés de mission, plus une chargée de gestion administrative. Le fonctionnement donc de cette entité qui est chez nous une SIC, mais qui peut être une association ou toute autre chose, ce fonctionnement, il est basé sur des aides qui nous viennent de la région, de l'agence de l'eau, de certaines fondations. À certains moments, la Fondation de France a aidé des espaces test, je pense. Et donc, voilà, c'est un financement qui est complètement aidé par l'extérieur, plus une contribution des entrepreneurs à l'essai, une contribution à hauteur de 10% de leur chiffre d'affaires. Enfin, chez nous, c'est ça, je ne sais pas si c'est ça partout, mais grosso modo, on leur demande une contribution pour tout le travail d'accompagnement qui est fait, pour l'aide à la tenue de leur comptabilité, puisque dans un espace test comme le nôtre, on a une comptabilité analytique, d'une part toute la gestion de l'espace test, et d'autre part la comptabilité analytique de chacun des entrepreneurs à l'essai, chacun étant capable donc de retrouver à la fois ses charges et ses produits au sein de la comptabilité globale. Je pense que sur le financement, c'est suffisamment clair. Après l'accessibilité, la question sur l'accessibilité du foncier, effectivement, c'est un gros problème. On sait qu'il y a beaucoup de terres qui sont gelées, entre guillemets, et ce n'est pas seulement le cas en Île-de-France. Hein, on voit ça un peu partout, par des propriétaires qui espèrent un jour ou l'autre vendre leurs terres pour de la construction, et donc vendre la terre 10 ou 20 fois plus cher que ce qu'elle vaut en terre agricole. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de moyens de pression actuellement. Il y a une expérience très intéressante qui a été faite en Loire-Atlantique avec la SIAP, donc un autre espace test qui s'est développé sur la Loire-Atlantique et qui est en train de se développer sur l'Ouest, où il y a eu un très gros travail de fond de fait auprès des propriétaires, du démarchage individuel, pour arriver à convaincre les gens, plutôt que de laisser leurs terres en friche, de les confier à la coopérative. Donc SIAP, ça veut dire coopérative d'installation en agriculture paysanne, et donc qui est donc sur la Loire-Atlantique. Et donc il y a eu autour de Nantes, il y a eu un très gros travail de fait pour justement aller convaincre les propriétaires. Mais légalement, après, bon, je ne dis pas qu'au niveau du RENETA, on ne peut pas porter un certain nombre de projets ou d'incitations auprès de parlementaires. On fait du travail en liaison avec les parlementaires pour faire évoluer certaines choses, mais c'est un travail de longue haleine. Donc voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne suis pas sûr qu'on puisse donner la parole à tout le monde. Vous vous présentez? Oui, bonjour, Octavie Soublanc, je travaille à l'Écolieu Jeannot, et du coup c'était pour rebondir sur cette question du foncier et de l'engagement des collectivités. Donc nous, c'est un terrain qui est prêté gratuitement par la mairie. Bon, après, on n'est pas agriculteur, on est une association. Il y a également à Tarnos, donc la mairie Tarnos a acheté 10 hectares au cœur de la ville pour installer des maraîchers ou une couveuse, enfin selon un modèle qu'on n'a pas encore défini. Et l'agglo du Grand Dax commence aussi à réfléchir à tous ces terrains qui traînent un peu partout, qui ne servent plus ou moins à rien aujourd'hui. Du coup, pour les mettre à disposition des gens qui veulent s'installer en maraîchage, pour répondre à la demande en fait, des consommateurs, parce qu'il n'y a pas assez de légumes sur le territoire. Quelqu'un d'autre, vous vous présentez?
Hervé Bossuat, ministère de l'Agriculture. J'avais une question pour les 3 intervenants. Je voulais savoir quelles étaient vos relations avec ce que le groupe d'étudiants tout à l'heure a appelé les structures médiatrices. Et donc derrière ça, je crois qu'ils ont rangé les chambres d'agriculture, mais sûrement aussi les CIVAM, les groupes d'agriculture biologique, etc. Et puis une question pour Kevin aussi, je voulais savoir si dans ces micro-fermes, il a regardé le niveau d'implication des agriculteurs dans des collectifs. Est-ce qu'ils sont plus ou moins que d'autres en groupe? Et si tu l'as regardé, bien sûr. Est-ce que vous souhaitez répondre? Kevin? Oui, enfin, c'est difficile d'avoir faire des statistiques parce qu'on est sur 20 fermes et je connais pas les statistiques nationales. Moi, je dirais qu'il y a vraiment des gens qui sont très actifs, très engagés. Donc voilà, réseau maraîchage sur le vivant, réseau des AMAP à différents niveaux. Donc ils ont vraiment l'idée que leur ferme s'inscrit dans un truc plus global. Et après, il y en a aussi qui disent que leur premier combat, quelque part, c'est leur ferme, la viabilité de leur ferme, et qui donc sont très contents sur leur ferme et ne cherchent pas forcément à s'inscrire dans des luttes ou des collectifs plus globaux. C'est vraiment, il y a vraiment les 2 types de profils. Voilà. Les intervenants là à la table, est-ce que vous souhaitez répondre à cette question des structures médiatrices? Alors, en ce qui concerne les espaces tests sur l'ensemble du territoire, je vais répondre globalement, parce qu'on a certains endroits où il y a des partenariats qui sont effectivement entre la Chambre d'agriculture, entre le lycée agricole et différents organismes de formation ou de développement agricole. Il y a d'autres endroits où on est plutôt sans relation avec la Chambre d'agriculture, et voire des endroits où la Chambre a plutôt une attitude un peu hostile, mais globalement, je dirais que ça se passe plutôt bien avec les organismes agricoles, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours des relations très suivies. François, vous oui. souhaitez... Alors vis-à-vis des structures, comment vous dites, partenaires, machin, médiatrices. Alors si on a décidé de créer notre propre réseau, c'est pas complètement pour rien. Le monde de l'agriculture biologique classique sur le terrain est assez réceptif à tout ce qu'on fait, donc avec les techniciens ça se passe souvent bien, et puis dès qu'on monte un peu dans les hautes sphères, en fait le développement de nos thématiques dérange beaucoup le clivage chimie pas chimie qui est développé en agriculture biologique, donc ça se passe, ça dépend des gens, mais pas forcément super bien. Bon. Avec les chambres d'agriculture, là c'est un peu le désert, on ne sait pas trop. L'agriculture de conservation, le non-travail du sol, saourien c'est pareil, quoi. Il n'y a rien qui avance. Nous on travaille beaucoup en Normandie, on travaille beaucoup avec une autre structure qui est le CER France, donc qui normalement fait beaucoup plus de compta. CER France, c'est un centre de gestion, centre d'économie rurale. Voilà, ils font de la gestion de la compta normalement. Et puis comme la Chambre ne fait rien sur la thématique de l'agroécologie du SMI direct, ils ont développé une capacité de conseil. Et en fait c'est eux qui font le boulot aujourd'hui. Donc en Normandie on a 4 GI2E, donc des groupements d'intérêt économique environnementaux avec des céréaliers. Qui je travaille et des légumiers avec qui je travaille en relation serrée, et c'est eux qui font le travail, quoi. Il y a eu des tentatives de groupe au sein de la Chambre, mais bon, tout a avorté, ça n'a avancé à rien. Et puis après on utilise les structures GI2E mises en place par le ministère pour essayer de recruter, de faire différentes choses, mener un peu de recherche. Pour la recherche c'est un peu compliqué aussi. Comment dire? Un exemple. Cet hiver, j'ai embauché quelqu'un qui s'appelle Marcel Boucher. Vous connaissez Marcel Boucher un peu ici? Oui, ça fait un peu oui. Bon, alors Marcel Boucher, spécialiste des vers de terre, qui a travaillé pendant 60 ans là-dessus. Je lui ai demandé de nous faire des formations à nous autres maraîchers. Il était très content parce qu'arrivé à 80 ans, on était les premiers agriculteurs à lui demander de faire de la formation. Alors c'est un peu dommage quand même, et je vois arriver plein d'ingénieurs agronomes qui débarquent, qui n'ont aucune idée de ce que mange aucune idée correcte de ce que mange un ver de terre, de ce que fait un champignon dans un sol. Et j'ai embauché une ingénieure d'AgroParisTech l'an dernier qui est revenue voir ses profs ici pour essayer qu'on fasse des partenariats, mais ça ne s'est pas fait. À bon entendeur. Bon, à bon entendeur. On va prendre encore 2 questions, et puis je vais demander à François de... Oui, bonjour Isabelle Toussard, élue à Montpellier. C'est une question à vous 3. Je rebondis sur la question du temps de travail sur laquelle vous avez beaucoup insisté, madame, en expliquant que c'était peut-être ce qui menaçait la reprise de la transmission de votre exploitation, le désherbage, si j'ai bien compris. Et
je voulais savoir comment vous voyez la question de la technologie. Alors j'ai prononcé un gros mot, mais à Montpellier, j'ai vu la high-tech, j'ai vu des maraîchers tester entre eux des petits robots pour désherber entre les rangs, avec des capteurs de partout. Mais je voudrais savoir, ça me questionne beaucoup, je voudrais dire, est-ce que ce type de technologie, je ne parle pas de la biotechnologie, mais cette technologie, cette forme de machinisme un peu particulière, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne savais absolument pas que ça existait. C'est la première fois que j'en entends. Écoutez, comme je ne connaissais pas, je n'ai pas vraiment réfléchi sur le sujet. Peut-être que c'est intéressant, je ne sais pas. Nous, personnellement, je sais qu'on n'emploiera pas ça. Je pense pas. D'abord parce que, pour une raison, le maraîchage, le désherbage, c'est très fatigant, c'est long, c'est minutieux. Mais par contre, moi, je passe des heures à désherber et je ne me vois pas remplacer ce que je fais là dans ce que je fais, parce qu'il n'y a pas que le désherbage, c'est une chose, mais au milieu de ça, je ne sais pas si vous avez vu les photos de là où on habite, moi je suis dans un ensemble global, j'ai les montagnes autour de moi, j'ai les oiseaux qui chantent, et c'est plus quelque chose, un petit travail contemplatif, on va dire, quelque part, sur des heures, c'est pénible, mais je ne vois pas remplacer ça par des robots, parce que qu'est-ce que je ferais à ce moment-là qui m'apporte autant que ce que je fais là, à être en train de désherber au milieu de la nature et des oiseaux, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un peu... bon, voilà. On va prendre une dernière question. Merci, Jocelyne. C'est des réponses un peu pas techniques. Oui, bonjour, Lorraine Veil, je suis à la communauté Paris-Saclay, donc communauté d'agglomération. J'avais une question qui s'adressait peut-être plutôt à monsieur François Léger, sur un champ qui sort du contexte agronomique, enfin du champ agronomique, mais qui me semble rentrer dans le sous-titre, là, une question de surface, mais pas seulement. En milieu urbain, les micro-fermes se heurtent souvent au problème du logement agricole. Est-ce que dans vos connaissances de l'ensemble du panorama des micro-fermes, peut-être plus en milieu urbain, vous avez à nous faire part d'initiatives intéressantes en matière de logement agricole? Voilà, c'est souvent un problème. Les micro-fermes, il y a le problème du PLU qui a été soulevé par une personne tout à l'heure. D'ailleurs, je crois qu'on n'a pas complètement répondu à sa question. Voilà, le bâti, c'est lié avec d'autres problématiques urbanistiques. Est-ce que vous avez des éléments à nous communiquer? Ça le laisse un peu pensif. Ça me laisse pensif parce que j'ai pas tant d'éléments que ça à vous communiquer, hélas. On verra peut-être avec les gens de l'office HLM de Tours et l'agglomération de Montpellier cet après-midi, parce que c'est des questions qui les concernent peut-être plus directement. En tout cas, quelque chose qui est clair, c'est que dans les installations hors cadre familial, le problème numéro un, moi j'aurais tendance à dire que c'est pas le foncier, c'est le logement. Beaucoup de gens qui cherchent à s'installer, alors souvent ça va ensemble, le foncier et le logement, surtout en milieu rural, on arrive à trouver les deux ensemble, mais la question du logement est une question absolument fondamentale pour beaucoup de gens qui cherchent à s'installer, et en particulier en contexte urbain. Pouvoir être à côté de l'endroit où on travaille, c'est essentiel. Si on doit prendre les transports en commun pour aller faire du maraîchage, je pense que on sort du projet de vie dont on parlait tout à l'heure. Donc cette question du logement, elle est essentielle, et ceux qui ont la main finalement dans cette affaire-là, c'est quand même beaucoup les collectivités, parce que c'est eux qui peuvent construire avec des agriculteurs des projets complets. On va laisser la parole aux autres intervenants, mais effectivement, on reviendra sur cette question du rôle des collectivités dans l'après-midi. Qu'est-ce qui souhaite commencer, Monsieur Collat ? Effectivement, c'est la question du logement, et c'est aussi la question du bâtiment agricole, parce que en Île-de-France, par exemple, on a un site d'accueil, au moins un de mémoire, qui est sur un terrain qui appartient à l'Agence des espaces verts de la région, c'est-à-dire qui appartient à la région Île-de-France, donc l'Agence des espaces verts, qui est une des réponses à
à comment utiliser le foncier et récupérer du foncier pour le mettre à disposition de l'agriculture. Sauf que aussi bien l'Agence des espaces verts que Terre de Liens, qui est aussi un autre pourvoyeur de terrain pour des maraîchers qui s'installent, ne souhaitent pas investir dans le bâtiment. Et le bâtiment, en agriculture, il est quand même indispensable quelque part, parce que soit on a des animaux, mais même si on n'a que du maraîchage et on doit pouvoir mettre ses légumes à l'abri, il faut pouvoir effectivement avoir du bâtiment. Et ça, c'est un gros problème qui se pose à nous actuellement sur au moins 2 de nos sites et pour lequel on a besoin effectivement de la collaboration des collectivités, parce que là, sinon on bute, on cale, on bute sur le PLU, on bute aussi sur le changement de majorité dans une municipalité. Quand on avait des projets avec une municipalité et qu'il y a pour une raison ou pour une autre, il y a un changement de majorité et le projet qu'on avait commencé d'élaborer, il est balayé, il faut reconstruire à nouveau. Ça, c'est une question de fond aussi. François Mullet, vous souhaitez intervenir? Oui, alors sur le foncier et l'installation du foncier, nous on a mis l'installation sur du foncier et l'habitat. On a trouvé une technique assez simple pour résoudre un peu le problème. Quand un jeune veut s'installer, on prend une carte, on fait un rond, on détermine un secteur et on envoie une lettre à toutes les mairies pour savoir tout simplement s'ils ne cherchent pas à installer un maraîcher dans leur commune. Et on a très très souvent des réponses positives en fait. Et donc parce que dans les mairies il y a toujours l'ancien stade de football ou je sais pas quoi, un terrain abandonné, une vieille terre agricole qui traîne. Et si on rentre par cette voie-là dans l'activité, ça fait un atout assez intéressant parce qu'on a la mairie derrière qui peut nous aider à parler de foncier communal alors. Foncier communal, voilà. Alors après il y a plein de manières d'occuper ça. Ça peut être des locations-ventes, ça peut être des locations, ça peut être plein de natures différentes. Mais les petites communes de campagne qui ont 200 habitants, qui cherchent un peu à revitaliser le tissu social, sont très positifs. Ils sont très positifs sur ce genre de projet, surtout que souvent c'est des agriculteurs, donc ça leur parle. Et si ça leur parle, ils vont probablement vous aider à vous installer et à régler tout un tas de problèmes. Et puis après, sur l'immobilier, de bons mobilhomes, ça fait le boulot pour vivre. Hein. On est aussi bien que dans un appartement en centre-ville. Hein. C'est pas... Jocelyne Montoliu. Oui. Voilà, moi je veux simplement dire que c'était une des choses que j'avais dit quand je disais qu'on avait eu un très bon accueil, enfin qu'on avait été dans des conditions très favorables d'installation. C'est-à-dire qu'à l'époque, comme j'ai dit tout à l'heure, on a vécu en caravane 5 ans à côté de notre parcelle, juste donc sur place, grâce à la mairie. Parce que la mairie, elle était, à l'heure actuelle, je ne sais pas si c'est encore possible, enfin au moins par chez nous, que la mairie accepte qu'une caravane soit là au milieu d'un champ, le temps que la personne puisse construire sa maison. Et ça a été vraiment très aidant. C'est-à-dire le fait que la mairie, elle accepte des conditions hors normes, on va dire, pendant un temps pour que les personnes puissent s'installer, c'est vraiment très très important pour ceux qui veulent s'installer. Voilà. François, une question de surface, mais pas seulement. Oui, c'est le pas seulement, je pense qu'il est important. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui était important, qui a été dit par les différents intervenants ce matin, c'est que ces installations dans des modèles, on va dire, extraordinaires en agriculture, elles posent une question d'apprentissage à plein de niveaux. D'abord, l'apprentissage d'un métier, on l'a vu avec les espaces tests, on l'a vu avec les 2 itinéraires de vie qui nous ont été présentés. Je pense que dans le travail qu'a fait Kevin, c'est quelque chose qui est paru absolument évident et qui justifie les distinguer, ces phases d'installation et de routine. Ces apprentissages d'un métier, ces apprentissages d'un lieu, c'est arriver à comprendre comment un écosystème local fonctionne, c'est pas aussi évident que ça, et surtout c'est très mal décrit, ou on ne forme pas les gens à ça, y compris les agriculteurs traditionnels standards dans les formations standards agricoles. Donc cette question de l'apprentissage d'un métier, c'est quelque chose qui est important. Les espaces tests, mais ça a été dit aussi plusieurs fois, la nécessité d'aller voir chez d'autres, et pas forcément